Les décideurs de gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur une actualité des entreprises extrêmement dense, sur une actualité économique qui n'est pas moins, et nous essayons de tirer des conclusions. Nous tirons des conclusions et dans la partie finale, nous donnons des conseils avec notre invité de ce jour qui est Christian Ginalac, le patron de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour Hubert. Alors Christian, encore une belle semaine. Record à Wall Street, 1,5 de hausse à Paris ou en Allemagne, un peu plus en Italie, et même au Japon. Il y a qu'à se laisser porter. Encore une fois, il ne faut pas lutter contre les banques centrales. Voilà. Les banques centrales veulent que les actifs montent, notamment pour que l'effet richesse se reporte à la fois sur la consommation et puis que les entreprises puissent lever de l'argent à des conditions très bonnes. Donc, tant que les banques centrales en Europe, aux États-Unis, au Japon continuent à approvisionner les marchés, je ne vois pas de raison pour lesquelles il y aurait un retournement majeur. Maintenant, il va falloir qu'on suive de près ce qui se passe aux États-Unis, parce que la Fed n'est pas loin d'inverser sa politique. La Fed n'est pas loin d'inverser, et le mois de mai non plus, et donc quelquefois le mois de mai. Le joli mois de mai. Le joli mois de mai. Nous commençons avec les impressions macro pour concentrer cela. Alors justement, Christian, ça va bien. On verra les résultats des entreprises, mais on a des statistiques qui sont plus mitigées sur la zone euro, donc un bon indice IFO, comme on dit, mais un mauvais indice ZEV. Ça patine un petit peu, et alors ça fait plus que patiner en Chine. Est-ce que c'est le tournant d'un cycle? Moi, je ne crois pas. Je crois que... Enfin, pour la Chine, c'est clair que on est vraiment dans un changement qui est assez radical. Cette lutte contre la corruption, cette reprise du pouvoir, etc., c'est un changement qui est majeur et qui se fait dans la douleur. Moi, il y a un chiffre que je suis et qui ne trompe pas, c'est la production d'électricité. Oui, on l'a montré dans une autre émission, mais voilà. en disant que c'est avec votre logo, d'ailleurs. Et la production d'électricité est en hausse de 4,5% sur un an. Donc, alors, quand on vous dit que l'économie croît de 7 ou 7,5%, les chiffres officiels, c'est 7 là. Il se chauffe donc à la bougie. Il se chauffe à la bougie, ou alors il se passe autre chose. Donc, je pense que la Chine ralentit plus que les chiffres qui sont officiels. Et je pense que c'était peut-être salutaire. Mais la Banque de Chine, quand même, ne veut pas que les choses aillent trop mal, et elle est en train de desserrer les taux des... Alors justement, c'est comme d'habitude, une mauvaise nouvelle économique et quelquefois une bonne nouvelle financière, parce que et du coup, la Banque centrale met de l'argent. La bourse chinoise s'envole. Et c'est ça, la bourse chinoise n'a jamais été aussi bien depuis des années, alors que c'est le moment où on a des questions sur l'économie. Oui, enfin ça, c'est quelque chose qui est un peu... qu'on observe fréquemment en bourse, c'est-à-dire que la bourse regarde ce qu'il y a devant et elle oublie un peu la situation présente. Et si elle pense que ça va s'améliorer, eh ben, elle achète. Donc, inflexion dans le cycle chinois. Le cycle européen, vous le sentez bien? Le cycle européen, bon, c'est vrai que les chiffres ont déçu, notamment en Allemagne. Et en France, enfin, je dirais en France, on a un peu Allemagne, France, Italie, c'est quand même les trois des zones euro qui... Voilà, alors que dans l'Espagne, on est à 2,5 de croissance, etc. Bon. Mais je ne crois pas qu'il faille dramatiser, parce que les bons catalyseurs sont toujours là. Le dollar, le pétrole, les taux d'intérêt, etc. Alors justement... on est en période de publication de trimestrielle, on parlera des Français tout à l'heure. Sur les Américains, qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été publié? Et évidemment, la grande question, c'est est-ce que le dollar peut continuer à monter ou est-ce que les industriels américains vont arrêter de prendre finalement des pertes ou des moins de chiffre d'affaires? Alors, ce qui est clair, c'est que ce qui a pénalisé les Européens les années où le dollar baissait, pénalise aujourd'hui les résultats traduits en dollars des sociétés, notamment celles qui travaillent fortement à l'international, les Coca-Cola, etc. Les Pepsi, enfin, toutes les... Oui, Pepsi, McDonald's... Tous les Starbucks a dit 2% d'effet de chiffre d'affaires. Donc, voilà, donc tous ces gens-là sont pénalisés. C'est clair, par la baisse de l'euro. Je rajoute aussi la baisse des monnaies d'Amérique latine, puisque l'Amérique est certainement
travaille beaucoup avec l'Amérique latine, quand on le sait. Bon. Alors, de l'autre côté, est-ce que le dollar va continuer à se porter bien? Ben, on en revient toujours aux banques centrales. La Banque centrale américaine n'est pas encore en phase de resserrement, mais elle a arrêté de rajouter la liquidité, puisqu'elle ne fait que... Donc le dollar n'est pas moins rare, mais en tout cas, il n'est pas plus abondant. Voilà exactement. Donc, et donc, en sens inverse, la Banque centrale européenne rajoute des liquidités. Et la japonaise aussi, et la japonaise aussi, visiblement. La japonaise aussi. Donc, le dollar, à mon avis, va continuer à être ferme. Voilà, c'est le retour du balancier. Vous ne craignez pas que Wall Street, qui est à son niveau record cette semaine, comme on le disait tout à l'heure, finissent par quand même s'inquiéter du fait que les exportatrices vont moins bien et que les sociétés industrielles perdent de la compétitivité. Boeing en perd vis-à-vis d'Airbus ou des choses de ce genre. Oui, alors c'est vrai que c'est le marché américain qui a le plus monté depuis 2009, et c'est certainement le plus cher. Maintenant, c'est comme toujours. La reprise attendue de l'activité en Europe va bénéficier à un certain nombre d'entreprises américaines. La reprise aux États-Unis, même si elle est moins forte que ce qu'on aurait pu penser, mais aux alentours de 3%, c'est quand même une très belle reprise. On peut noter sans hausse de salaire, donc avec une belle amélioration des marges. Donc je crois que les sociétés vont continuer à améliorer leurs marges, mais il va falloir, encore une fois, regarder de très près. Parce qu'on a 12% de hausse de l'indice, mais pour nous, on a 25% de hausse de la devise. Donc pour l'Européen qui est placé à Wall Street, il fait une très belle performance encore. Il fait encore une belle performance, mais il fait mieux en Europe. Mais il fait mieux en Europe. Ouais. Alors, justement, l'Europe, dernière question, est-ce qu'on joue à se faire peur sur la Grèce? Ou est-ce qu'il y a effectivement des scénarios de sortie? Et est-ce que les scénarios de sortie peuvent bousculer l'euro, aller jusqu'à le faire exploser, quoi? Moi, je crois qu'il y a un élément qui est très fort, dont on ne parle pas toujours assez peut-être, qui est le fait que les Grecs souhaitent conserver l'euro. Oui, et à mon avis, ça, c'est une barrière qui est infranchissable. D'ailleurs, on peut les comprendre. On leur a construit des routes, des hôpitaux, des aéroports, etc. Bon, donc, ils trouvent que l'euro, c'est formidable. Alors, bon, payer des intérêts et à ce prix-là, voire sa pension de retraite baisser, les services publics baisser, etc., c'est pas agréable. Mais je pense qu'on va trouver un arrangement parce que le gouvernement, s'il allait jusqu'au bout, s'opposerait alors clairement le problème de l'appartenance de la Grèce à l'euro. Poutine n'est pas du tout en situation de mettre la main sur la Grèce. La zone rouble n'est pas et de reprendre toute la dette grecque. Donc je crois qu'il y a un moment où il faudrait que ça passe par des élections, et je ne pense pas que le gouvernement Quand on vient d'être élu sur un programme et qu'on ne l'applique pas, on n'a pas envie d'aller se présenter devant les électeurs. Voilà, alors, donc je crois que ça va se terminer, mais il faut que ça passe par une phase tragique quand même. Bah oui, d'abord c'est la Grèce, et ensuite c'est normal qu'il y ait un bras de fer. Donc c'est un bras de fer qui est normal. Nous allons passer aux réalités micro. Alors justement, c'est le reflet de ce qu'on disait sur les Américaines, les chiffres d'affaires trimestriels, quelques résultats européens et français. Les bonnes surprises du dollar, est-ce qu'elles vont continuer? Est-ce qu'on en était au début? Est-ce que finalement, c'est plutôt au second semestre qu'on les verra, ou au second trimestre? C'est-à-dire qu'on commence à voir l'effet dollar dans les comptes, qui est à peu près de 10%, en gros, entre 9, 10, 11, 12, selon les sociétés. On a vu que pour des grandes sociétés comme Michelin, comme L'Oréal, comme LVMH, etc., ça a un impact très important. Alors maintenant, ça va durer normalement toute l'année 2015, à mon avis, et c'est un facteur qui va soutenir la bourse en Europe, c'est certain. On va regarder un peu dans les détails. En même temps, il y a des opérations financières, mais elles ont l'air d'être tout défensives. On a des opérations dans les télécoms, on annonce même la vente de Bouygues Télécom assez régulièrement, vous allez me dire. Dans le pétrolier, parapétrolier, dans le pétrolier d'abord avec Royal Dutch, mais dans le parapétrolier, dans les médicaments génériques, elles ont l'air d'être défensives et pas d'opérations financières qui jouent finalement cette croissance. Oui, alors c'est vrai que beaucoup de ces opérations sont liées au fait que la dette est très peu chère et donc se concentrent, en tout cas pour les très grandes, sur des métiers qui ont des cash flows qui sont assez stabilisés, style les télécoms, style la pharmacie,
style le pétrole. Donc, c'est vrai que les sociétés n'ayant pas devant elles de très fortes perspectives de croissance profitent des taux d'intérêt très bas pour faire de la croissance externe. Oui, donc c'est plus les taux et le cash flow à peu près récurrent qu'autre chose. Si on veut jouer à plein sur l'effet taux d'intérêt, ben, c'est vrai qu'on peut racheter à très bonnes conditions des sociétés qui ont un cash flow très stable. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui explique ce défensif, y compris dans... Quand on pense qu'Altis, par exemple, s'offre Portugal Télécom, c'est quand même oui, c'est très... Bah, de toute façon, je veux dire, la France a montré le numéricable, a montré le voilà, le c'est chemin. Plus de 7 milliards de cash qu'il faut débourser. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, il faut trouver le banquier quand même. Mais si, comme vous dites, s'il y a du cash flow en face. Alors, dans l'actualité des valeurs de la semaine, bon, on va faire un rapide tour, on ne va pas tout traiter, puisqu'il y en a énormément. Gucci, LVMH, le luxe. Alors, bah, c'est LVMH qui a gagné. Et Gucci qui pleure. Et Gucci qui pleure. Même si ce n'est pas Vuitton qui a les meilleurs résultats dans le groupe LVMH, mais globalement, très belle progression du chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires progresse de 16%. C'est considérable. Ce qui est considérable, alors que celui de Gucci n'est en hausse que de 4%. C'est-à-dire en fait moins 8%. Alors c'est le mix, de l'hyperluxe aussi. Je crois que c'est aussi le champagne et le cognac. Alors c'est vrai que le groupe LVMH est beaucoup plus diversifié. Oui. C'est vrai que le management de Gucci est en évolution, à la fois au niveau de la création et de la direction. Donc il y a un peu de flottement chez Gucci, ça paraît assez normal. Et LVMH apparaît quand même comme c'est l'histoire du match de foot. Et à la fin, c'est toujours LVMH qui gagne. C'est ça l'impression qu'on a. Et vous voyez quand même une augmentation de 16% du chiffre d'affaires, dans lequel il y a 13% d'effet change. Donc on voit l'effet change très important. Est colossal. Alors, sans chercher un secteur ou un autre, Publicis. Alors, Publicis, les résultats étaient salués par une très belle hausse de plus de 6% du titre. Le chiffre d'affaires est en croissance, alors tenez-vous bien, de plus de 30%. Et alors là, c'est sur des sociétés quand même de points morts, parce qu'il y a peu de frais variables. Alors voilà, il y a un effet de change qui est positif à hauteur de plus de 13%. Oui. Et puis alors, ils ont racheté une société qui s'appelle Sapient, qui a contribué fortement également. Mais clairement, l'Amérique, l'Europe et l'Asie tire les résultats. Donc ça tire, tous les résultats sont tirés de partout. Donc, ça marche bien. Ils ont fait Même chose sur Michelin. Alors Michelin, donc c'est un autre secteur, mais alors Michelin... 10% d'effet change. Donc là aussi, on retrouve à peu près ce même chiffre. Et ce qui fait que le chiffre d'affaires progresse de 5,6%. Et l'effet change permet d'effacer la baisse en organique de près de 5%. Donc là, vraiment, Michelin... Alors, Michelin, en plus, est bien placé pour avoir une baisse réelle, une hausse réelle avec finalement le boom des nouveaux modèles, puisque c'est le remplacement qui fait la marge. Lui, très clairement, bénéficie de la baisse du coût des matières premières et va bénéficier de la hausse de l'évolution du marché dans le monde. Et ils ont annoncé une très bonne nouvelle pour la bourse, qui est le rachat de 4% d'actions qui sera étalé sur 2015-2016. Et c'est la réussite d'une stratégie longue, on va dire. Voilà. Et Michelin retrouve, on peut le saluer, son plus haut de 2007. Alors, il y a des sociétés qui l'ont déjà retrouvé depuis longtemps. On cite toujours des très belles des sociétés à forte croissance, comme l'Air Liquide ou comme L'Oréal ou comme Essilor, mais Michelin, qui est dans un métier beaucoup plus cyclique et très concurrentiel. Très concurrentiel. On peut noter quand même qu'il retrouve ses plus hauts de 2007. Autre résultat formidable, Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, c'est une star, mais alors c'est hors de prix en bourse. C'est une star. Oui, ça se paye 30 fois les résultats. Mais quand vous avez une société qui vous annonce une croissance de 32% de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 7% de mieux que ce que n'attendaient les analystes, et que la croissance organique des ventes est de 14%, oui, ça c'est formidable. Donc là, on est vraiment
sur une valeur qu'il est difficile, à mon avis, de ne pas détenir. Alors BIC, ça surprend presque, parce qu'on n'y croyait presque plus. Alors BIC, on n'en parle pas beaucoup. Oui, ils sont parce très discrets. qu'il ne se passe pas grand-chose, ils sont discrets, c'est une entreprise familiale très bien gérée. Alors là, hop, la croissance organique est proche de 7%. Ils sont très bien débrouillés, notamment dans les rasoirs. Et plus l'effet change, ça veut dire que en global, il y a un effet change de près de 11%. Donc vous voyez que avec du fait que près de la moitié du chiffre d'affaires est en dollars. Donc BIC, je crois qu'on a tort de l'oublier quand on parle des grandes belles valeurs françaises. C'est assis sur un métier, le stylo BIC, quoi. C'est formidable, les instruments d'écriture, dans le monde entier. Alors une star, Zodiac. Alors, la star des stars des équipementiers. Voilà, alors la star a connu quelques soucis et continue à... Alors ils ont un problème qui est spécial, c'est qu'ils ont ils ont trop de commandes. Alors ils ont... Mais Airbus, ses clients Airbus et Boeing l'ont aussi, ce problème. Voilà, ils ont tous les équipementiers, en fait, et les constructeurs, notamment dans l'aviation, vont être confrontés à ce même problème d'un très très gros carnet de commandes, mais ensuite il faut produire, et avec une marge. Et donc, à mon avis, ce sont des valeurs qui vont avoir bientôt une nouvelle histoire en bourse. La bourse, jusqu'à maintenant, ne regardait que la hausse du carnet de commandes, et maintenant, elle va regarder l'exécution, et elle va regarder les résultats. Oui, alors, il y aura des problèmes. On a bien vu, par exemple, chez Zodiac, ils ont eu des problèmes dans leur usine qui fabrique les sièges d'avion, sur lesquels ils ont une place très importante, avec pénalité de retard quand on fournit, parce que c'est difficile pour Boeing de fournir un avion à une compagnie aérienne sans siège. On peut imaginer le problème. Bon, on continue rapidement. Schneider. Alors Schneider, on a l'impression que ça ne capte pas assez la croissance européenne par rapport à Legrand, juste très très vite. Oui. Schneider s'est beaucoup axé sur l'Asie, et c'est vrai que l'Asie aujourd'hui, avec la Chine, souffre un peu de problèmes de croissance. Alors, quelque chose, une valeur que vous avez beaucoup recommandée ici 2 fois, et qui a fait un très beau parcours depuis, c'est Accor. Alors, Accor, les nouvelles sont très bonnes. L'effet change est beaucoup moins grand que sur les valeurs qu'on vient de citer. Il n'est que de l'ordre de 3%, parce que Accor est quand même très européen. Mais il est visiblement valeur de 3%, parce qu'il y a probablement des Américains qui vont chez Accor. Alors ça, c'est un effet. Oui. Ça, c'est un effet qui fait que le chiffre d'affaires global est en croissance de presque 6%. 6% à hôtel comparable, quoi. Donc c'est aussi... À change constant. Donc vous voyez que globalement, on est plutôt à 8%, ce qui est remarquable. Et la très bonne nouvelle pour Accor, vous savez que la société Booking, qui est un des plus gros sites internet de location de chambres d'hôtel, a été condamnée dans sa pratique d'obliger les compagnies à s'aligner sur son prix le plus bas. Et donc ça veut dire qu'Accor retrouve et on une est en plein dans liberté. La stratégie voilà. Et on est en plein dans la stratégie que l'on avait expliquée, qui était de récupérer des marges sur la commercialisation. Qui était très beau. Absolument. Bon, on pourrait continuer longtemps, puisque, comme je le disais, beaucoup de publications. Nous passons à la gestion. Alors, gestion, Christian, focus sur la vedette de l'année, le marché automobile, que vous avez beaucoup recommandé dans cette émission, notamment Faurecia, Peugeot et même la holding de Peugeot, FFP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça monte tout le temps et ça fait beaucoup mieux sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on est en phase de reprise de cycle en Europe. Donc, dans les reprises de cycle, eh ben, les chiffres sont très forts parce qu'on part de très bas. Alors certains constructeurs sont plus actifs aux États-Unis, comme Fiat par exemple. D'autres sont très actifs en Chine, comme Peugeot par exemple, si on cite un constructeur français. Et le marché chinois reste très porteur.
est porté un peu différemment, c'est-à-dire qu'il favorise plus Peugeot qu'il ne favorisait Audi quoi. Volkswagen Audi précédemment, c'était plus les riches et c'est un peu plus large comme clientèle. Alors maintenant, ça devient plus large et les constructeurs automobiles, un élément non négligeable, bénéficient en Chine d'un pays qui construit beaucoup de routes. Alors que, pourquoi est-ce que, par exemple, Peugeot n'a jamais pu percer en Inde? Les Indiens ne construisent pas de route. S'il n'y a pas de route et pas de pont... Alors, s'il n'y a pas de route, on ne peut pas mettre de voiture dessus. C'est pas très simple. Et les Chinois construisent donc, des le secteur, routes. alors le secteur, il y a des constructeurs et il y a des équipementiers. Ouais. Les constructeurs étant assez des assembleurs aussi, d'ailleurs. Les constructeurs sont de plus en plus des machines de marketing, des machines de commercialisation. Donc on continue à le jouer, ce secteur-là? Et assembler. Écoutez, moi je crois que celles qui sont très implantées en Europe, comme celles que nous connaissons bien, les Peugeot, Renault, Fiat, etc., elles sont non seulement tirées par la demande internationale, mais aussi par un marché européen qui se reprend. Oui, c'est elles gagnent de l'argent à la maison, ce qui est déjà mieux que... Dans les pays d'Europe du Sud, comme l'Espagne, on est sur des croissances de 15% du marché. C'est formidable. Et alors, comme c'est un métier qui est très intensif en consommation de capital, l'effet de levier sur le chiffre d'affaires est très très grand. Et donc les résultats vont s'améliorer. Peugeot, ça a été à des cours de quasi-faillite. Hein, donc, voilà. Donc si la faillite est évitée... Je me rappelle qu'il y a, au plus bas, Peugeot, je crois, a valu 5-6 euros. À ce moment-là, la capitalisation boursière représentait la valeur de la banque et celle de Forestia. Et l'activité automobile était pour 0. Alors, on se rend compte comme c'était bas. D'ailleurs, le gouvernement français a fait une très bonne affaire parce qu'ils sont rentrés à hauteur de 14% du capital, à peu près à 7,50 € à peu près, et donc l'État français a doublé. C'est pas mal, c'est pas tout le temps. Comme quoi, l'État français se débrouille peut-être mieux en bourse que dans d'autres domaines. Ça, c'est une autre question. Dans l'automobile, si vous en gardez une, dans l'automobile équipementier... Moi, je garde Peugeot. Vous gardez Peugeot. Je garde Peugeot parce que je crois que c'est là où l'effet de levier est le plus grand. Et encore une fois, ils sont très performants en Chine. Bien, un petit mot sur les biotech. Alors, c'est sidérant les écarts qu'on voit en bourse. Je regardais Innate Pharma qui aujourd'hui gagne de 45%, c'est-à-dire que quasiment toute sa performance de la semaine, de l'année, elle l'a faite cette semaine. On avait eu 7,72 depuis le début de l'année, 14,20 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'y intéresser? Est-ce qu'il faut s'y intéresser? Voilà. Alors, moi, à mon sens, il y a deux manières de s'y intéresser. De toute façon, il ne faut pas faire du stock picking, il faut acheter, si on veut mettre un petit peu de son argent à risque, et pourquoi pas s'intéresser à des fonds spécialisés. Oui, pour élargir. Pour élargir, pour diversifier, etc. Et avoir quelqu'un qui comprenne un peu quelque chose, qui se passe. C'est très compliqué. Alors, moi, j'ai résolu le problème en ce qui nous concerne d'une autre manière. C'est-à-dire que j'ai abordé le problème avec l'achat d'une très très belle société allemande, enfin européenne, on peut dire, Sartorius Stedim. Pourquoi? Parce que c'est un laboratoire qui fournit en équipement tous les laboratoires de biotech. Donc si la biotech va bien, Sartorius va bien, et c'est le cas puisque les dépenses... Et vous ne choisissez pas laquelle, il choisit pas, vous choisissez pas son client. J'achète le fournisseur, sachant que même si les biotech, certaines en bourse peuvent avoir des fortunes diverses, les dépenses de recherche et développlement sont très importantes, puisque c'est le relais de croissance de la pharmacie. Pour l'arrivée vers l'or, le marchand de pioche. Voilà, voilà, formidable. Bien, alors, les concepts du moment. Nous étions faits pour cette ruée sur l'or. Oui, c'est un peu une ruée vers l'or. Vos concepts du moment, secteur, classe d'action? Alors, on est toujours dans les mêmes idées. Hein. L'environnement n'a pas beaucoup changé. Quand ça marche, il ne faut pas changer une équipe qui gagne, oui. Changer. Ce qu'il faut peut-être surveiller par rapport à l'environnement que l'on connaît, c'est quand même que le pétrole s'est bien repris ces derniers temps. Oui. On est à 64 $, là. La situation au Moyen-Orient n'a jamais été d'une complexité aussi grande. J'avoue que je suis complètement perdu. De l'autre côté, on sait qu'il y a un réservoir aux États-Unis qui est le fait que dès que le pétrole s'il remonte vers les 70 $,
il y aura Oui, les foreurs. On va rouvrir, oui. On va rouvrir les vannes de l'investissement aux États-Unis. Donc je ne crois pas que le pétrole va s'envoler, mais il faut suivre la situation. Le dollar, lui, reste dans une zone de trading. Et quant au taux d'intérêt, M. Draghi dit, mais non, c'est le début du marathon. C'est le début du commencement. Donc c'est pas demain que les taux vont remonter. On se laisse porter par la vague. C'est pas demain que les taux d'intérêt vont remonter en Europe. Et si vous choisissez un ou deux secteurs ou des choses de ce genre? C'est toujours un peu les mêmes. Ceux qui bénéficient du dollar, ce sont les sociétés qui fabriquent essentiellement en Europe. Alors l'archi-exemple, c'est l'industrie du luxe. Les taux d'intérêt, ce sont les sociétés très endettées. On a vu récemment, un exemple récent, c'est la société de location de linge Elis, oui, qui hier a refinancé sa dette à des conditions très favorables, alors que, et donc va économiser beaucoup d'intérêts. Donc toutes les sociétés très endettées, il y a notamment les sociétés dans l'environnement, Veolia, etc., et les sociétés dans la téléphonie, dans les télécoms, qui supportent d'abord. Plus, alors, on a cité Elis, mais il y en a beaucoup d'autres, des sociétés qui sont issues de LBO, oui, et ça, donc qui ont hérité d'une dette très importante. Qui arrive en bourse avec une grosse dette, donc... voilà, et qui va pouvoir se refinancer. Alors, un petit focus sur les taux. Je vous ai apporté un petit graphique des spécialistes d'Allianz que j'ai été visiter la semaine dernière. Je sais que votre fonds flexible, comme on dit, vous avez toujours eu une poche obligataire, et d'ailleurs, ça a été une des manières d'assurer le rendement sur le long terme. Et donc, si on regarde ce graphique, on voit quand même que si je veux chercher du rendement obligataire, c'est absolument terrible, puisque donc en bas, vous avez la notation boursière des sociétés, de A de 3 fois pour les meilleures, à D pour celles qui sont quasiment en faillite. Et vous voyez que pour avoir du rendement, bon là en l'occurrence, du rendement de 2 ou 3%, hein, parce que 5,08 c'est l'espoir, j'ai des actions qui sont bien notées A+, A-, et j'ai des obligations qui sont vraiment dangereuses. Alors comment vous faites, vous ? Alors, nous, c'est la poche de haut rendement est certainement une poche qui a donné beaucoup de résultats, mais dont les marges commencent un peu à s'épuiser parce que on rentre en effet dans des zones où pour essayer de gagner du 3 ou 4%, il faut avoir des signatures qui sont de qualité, qui sont assez mauvaises, et qui risque de pâtir d'une remontée éventuelle des taux d'intérêt dans quelques mois ou années. Alors, moi, ce que je prends toujours comme exemple, et qui montre bien le fort soutien à la bourse des rendements des actions, c'est que si vous prenez, alors cette fois, des bonnes signatures, qui ont toujours payé un dividende, j'ai pris 2 exemples, Saint-Gobain, rendement 3%. Et si vous êtes très très prudent, vous voulez acheter de la dette de Saint-Gobain à 7 ans, on vous donnera 0,87%. Alors vous vous dites quand même, sur 7 ans, est-ce que Saint-Gobain risque de baisser? 7 ans, c'est quand même un assez bon cycle. Oui. Donc, est-ce que je préfère pas... Sachant que Saint-Gobain ne distribué pas 100% de son bénéfice, il y en a un peu qui restent dans la société. Il y en a qui restent dans la société, mais si je regarde simplement le rendement... voilà, on peut citer d'autres exemples. Donc clairement, on voit l'effet baisse des taux qui met en valeur l'importance des dividendes versés auxquels on devrait en fait rajouter les rachats d'actions qui sont peut-être moins courantes en Europe qu'aux États-Unis, mais qui commencent à prendre une très bonne ampleur. Donc clairement, le high yield, je ne dis pas qu'il est au bout de son parcours, mais il faut aller chercher des risques de plus en plus importants. Alors justement, conclusion, approche d'une allocation d'actifs aujourd'hui? Écoutez, notre allocation d'actifs n'a pas vraiment changé depuis un mois. On est toujours confiant sur le risque des bourses, puisqu'on est investi sur les bourses à plus des 2 tiers, des bourses actions, pardon. Sur ces 2 tiers, on a 57% sur l'Europe. On est sorti du marché américain, mais on a gardé nos dollars.
Et on a un peu plus de 5% qui se partagent entre le Japon et les pays émergents. Et puis alors, on a une poche d'obligations, mais vous voyez, la stratégie crédit ne représente plus que 14%, alors que la stratégie d'obligation internationale pour jouer l'effet devise est montée à 14%, et les convertibles, on est à un peu plus de 6%. Oui, ce qui rend donc, clairement, on s'est remis... Vous avez vraiment pris plus de risques sur les actions, voilà. et puis la monnaie, le change. Les deux gros moteurs de performance sont les actions et le change, sachant que le change n'est plus un moteur très fort depuis un mois, puisque l'euro-dollar est à peu près stable. Tout ça donne pour notre fonds patrimonial une performance d'un peu plus de 15% depuis le début de l'année. C'est excellent pour un fonds patrimonial. Ce qui est sympathique pour les porteurs. Et qui se compare à une vingtaine de pourcents pour la bourse. Donc on voit on reste quand même prudent, puisqu'on est investi qu'à hauteur des 2/3 en actions. Mais on a profité aussi de... Et vous avez fait les 3/4 de la hausse. L'effet change, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Nous passons au conseil. Alors, Christian, je suis avec Christian Gignola de Gaspal Gestion. Christian, nous allons regarder les conseils. On peut juste souligner que les conseils que vous avez depuis 3 ou 4 mois, Accor, Nexans, Peugeot, Forestia, Technofan ont été très brillants. Alors pour s'attacher juste à ceux donnés il y a un mois, il y a à peu près un mois, l'indice CAC 40 a pris 3,5%. Eh bien, vous faites exactement le double avec Vallourec, donc 7%, ce qui est pas mal, et 50% de mieux, 5% de hausse avec Ruby, donc avec des achats assez contrariens, puisqu'elle est dans le pétrole, ça m'avait moi-même un peu surpris. Donc vous faites sensiblement mieux que l'indice, et donc l'exercice, ça va être de continuer ça aujourd'hui. On va essayer de continuer. Voilà, alors donc un achat. Alors un achat, Carrefour, pour nous, est en pleine renaissance. C'est là qu'on voit l'importance d'un gérant de qualité depuis que Georges Plassat est arrivé. Les comptes s'améliorent fortement. Les comptes, vous savez que Carrefour, la France est très important. Hein, c'est presque la moitié du chiffre d'affaires. Et c'est plus que ça de la marge, sans doute. Et les marges se reprennent. Oui. La guerre des prix s'est un peu assagie. Et puis alors, l'autre moteur de Carrefour, c'est l'Amérique du Sud, et principalement le Brésil. Et le Brésil, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires, mais c'est près de 30% du résultat opérationnel de Carrefour. Oui. Et ce qui est très confortant dans cette situation, c'est que la famille Diniz, vous savez, qui est un gros actionnaire de supermarché au Brésil et qui était le partenaire de Casino, et ils se sont quittés, qui est partenaire de Carrefour, est rentré à hauteur de 5% du capital de Carrefour. Donc ça montre qu'ils y croient. Il y voit assez clair. Et c'est clair que c'est quand même très satisfaisant de voir qu'un des pays moteurs, l'actionnariat se diversifie vers ce pays. Et donc le Brésil, vous pensez qu'on a passé le point bas d'une manière générale? Non, je pense que l'économie brésilienne a beaucoup de problèmes, mais comme toujours, la distribution alimentaire subit peu finalement. Et sur la clientèle la plus solvable en plus. Donc, voilà, donc les problèmes de Petrobras c'est défensif, sont un peu alors, loin. à vendre, à éviter des arbitrages? Alors, bon, je crois qu'Air France a du mal à sortir de ces problèmes. Compliqué. Donc, aujourd'hui, je crois que je ne mettrai pas encore d'argent sur Air France. Un autre secteur auquel je crois qu'on peut un petit peu ne pas s'intéresser, on vient d'en parler, c'est les biotech, parce que c'est trop complexe. Ce qui n'empêche qu'on peut mettre une petite pincée de ses avoirs, mais on a déjà évoqué le sujet. Sinon, j'ai pas de contre-indication. Pas de contre-indication trop forte, non. Et un joker? Alors, un joker, c'est une société qui est
peu connu, je crois, en tout cas sous son nom. C'est une banque qui porte le nom d'un chemin de fer. Alors ça paraît bizarre, PO Banque, Paris-Orléans. Alors c'est historique. Hein, c'est les Rothschild qui ont construit la plupart des... Voilà, qui ont construit donc la ligne Paris-Orléans. La ligne Paris-Orléans, entre autres. Notamment, brillamment développée par David de Rothschild depuis la nationalisation de la banque Rothschild en 83, et qui aujourd'hui va reprendre le nom de Rothschild, même si certains... Même s'il a des cousins qui... même s'il y a des cousins qui trouvent que c'est pas... Mais la raison principale... Donc ça ne s'appellera plus Paris-Orléans, mais Rothschild. Ça va s'appeler... On comprendra déjà mieux. Rothschild et compagnie, mais fondamentalement... la démarche est un petit peu comme celle, si vous permettez, sur la biotech, c'est-à-dire que moi j'ai du mal à savoir quelle va être la prochaine OPA. Par contre, ce que je sais, c'est que le mouvement des OPA va se poursuivre, qui va en bénéficier notamment les sociétés de conseil. Alors Lazare et Rothschild en Lazare tête. et Rothschild. Rothschild, la banque Rothschild, c'est près des 3/4 de son activité. Ce sont des croissances très fortes de son chiffre d'affaires dans ces métiers, qui vont continuer puisque la vague des OPA n'est pas terminée. Or, vous avez une banque qui aujourd'hui se paye avec une petite prime par rapport à ses fonds propres, qui est de l'ordre de 30%. Donc on paye PO Banque aujourd'hui 1,3% de ses fonds propres. Alors si je voulais vous faire frémir, je vous dirais que Lazare, qui n'a pas tout à fait la même géographie de son chiffre d'affaires, etc., qui est plus active sur les marchés, plus importante aussi dans la gestion, quand même, Lazare se paye près de 8 fois l'actif net. Alors, vous voyez qu'il y a de la marge. Il y a de la marge si tant est que l'un peut être un modèle pour l'autre. J'imagine qu'il y a un peu d'immobilier et qu'il y a un peu de vignoble ou d'exploitation de vignoble à Bordeaux. Non, Paris-Orléans, c'est vraiment, c'est vraiment la banque. C'est que la banque. Et c'est la réunion. David de Rothschild a réussi à réunir la branche anglaise et la branche française. Donc 1,3 fois, je m'achète Rothschild pour pas cher. Voilà. Et pour vous donner un chiffre, croissance du chiffre d'affaires, 37% sur les 6 derniers mois. Donc vous voyez, et un effet change très faible. Donc, vous voyez, le même concept, j'achète ceux qui gagnent, quel que soit l'OPA. Voilà. Et un rendement qui est correct. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Christian, merci. À la prochaine fois. Et autrement, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.